J'ai comme l'impression que les gens font un mauvais combat. Parlons maintenant d'identité africaine. Nous avons vu que Malcolm X a exprimé une nécessité forte sur la reconnaissance d'une identité. Est-ce que tu peux faire un lien entre la rencontre de Malcolm X et les dirigeants africains en Afrique? Et ça, c'est important. Beaucoup de Noirs et beaucoup de populations souvent subalternes, considérées comme inférieures, de par leur histoire, ont toujours dû se battre plus pour essayer de plaire. Et c'est là, en fait, où on voit tout le dilemme et toute la complexité du débat. C'est qu'en fait, beaucoup de Noirs aux États-Unis vont prêcher une croyance blanche dans ce cas-ci qu'ils ne représentent pas, mais vont tout faire pour essayer de toucher, de palper justement cet échelon impalpable. Vous voyez ce que je veux dire? Donc là, il y a vraiment une profondeur. Donc, quitte à être châtié, donc c'est dans les mœurs d'être châtié. Donc c'est normal pour les Noirs dans leur conscience d'être châtiés. Et là, c'est vraiment tout un discours que Martin à certains niveaux et que Malcolm X va essayer de déconstruire. Alors peut-être avec la force, mais je pense que c'est vraiment dans la tête que ça se passe. Pour le dire grossièrement, il y a vraiment cette idée et cette métaphore de vu que vous êtes noir, vous devez tout faire pour essayer d'atteindre l'excellence. Et c'est quoi? La blanchité. Le docteur Luther King qui lui, dans sa philosophie, c'était de tendre l'autre joue. Exactement. Et du coup, lui, dans sa tête, c'est un discours pacifiste. Bien sûr. Contrairement à Malcolm, lui, qui disait que non, on ne doit pas se laisser faire. Tu frappes, je frappe plus. Et, c'est ça, exactement. Alors, il y a quand même une nuance à mettre, c'est que Malcolm ne prêchait pas la violence. Il prêchait par contre... la légitimité. Voilà. Il prêchait surtout, en quelque sorte, je dirais, la légitime défense. La légitime défense, exactement. Mais alors, je pense que ça a été très mal utilisé. Il faut dire que dans l'islam aussi, il y avait des soldats. Exactement. En gros, ils entraînaient des jeunes à se battre. Ils entraînaient des jeunes à se défendre. Alors, enfin, à se défendre. Exactement. Il faut bien nuancer. Toutes, et je dis bien toutes, les fois, les conférences, etc., tout ce que les Black Muslims ont prêché, ils n'étaient jamais armés. Les seules fois où ils ont été armés, c'est quand Malcolm a été assassiné. Alors ça, c'est important de le dire parce qu'on pourrait avoir cette tendance, pensée tendancieuse à croire que justement, il prêchait la violence. Non, il prêchait l'autodéfense. Et c'est de là, justement, où Malcolm X va avoir tout un background derrière lui, qui va être aidé par Florence Hampton, par Stormy Carmichael, E.P. Newton, les fondateurs, justement, du Black Panther, des Black Power. Et vraiment cette idée de... même dans le discours, quand on regarde dans le discours des Black Panthers, c'est quoi la panthère? La panthère, c'est le seul animal qui réagit, qui n'attaque pas, elle réagit. Et donc, il y a vraiment toute une philosophie de, non pas de conquête, mais justement d'autodéfense, comme tu as très bien dit. Et c'est là, justement, que c'est important. Et donc, je vais juste finir ce petit passage. D'accord. Donc, doivent l'être aussi dans la société terrestre. Travail long et patient, qui a cependant fait surgir des milliers et des milliers de militants prêts à affronter les coups de racistes, les insultes et le mépris, les gaz lacrymogènes et les chiens policiers, les arrestations arbitraires et l'assassinat. Voilà, donc je m'arrêterai sur ça. Donc c'est important donc dans le pouvoir noir de comprendre que c'est pas juste un pouvoir qui est pour les noirs, c'est un pouvoir pour les hommes. Et là c'est très important, non pas la philosophie humaniste, parce que je pense que Malcolm n'était pas un humaniste. Je pense que les humanistes, c'est un grand terme qui veut rien dire pour moi. Les humanistes, on est tous censés être humanistes. C'est normal, logiquement. Mais, justement, un noir ne peut pas, justement, être humaniste. C'est ça, en fait, qu'ils essaient de faire croire. Et c'est là, en fait, où je pense que la profondeur du débat est très importante. Et donc, vous, pour déconstruire, je pense, les jeunes, pour vous, justement, vous imprégner un maximum, regardez des vidéos, renseignez-vous, n'hésitez pas à collecter les ressources, surtout à l'école. Nous, ici, on est en Belgique. C'est important de le dire, en Belgique, terreau très sensible, avec la colonisation, avec l'Afrique de manière générale, c'est important de prendre des ressources qui soient alternatives. Pas toujours les mêmes ressources et toujours les mêmes, je dirais, facilités en fait, facilité d'esprit. Est-ce que tu peux faire un lien entre la rencontre de Malcolm X et les dirigeants africains en Afrique? Est-ce qu'il y a eu un impact réel sur l'Afrique, rien que sur le fait que Malcolm soit venu en Afrique? Parce qu'il ne faut pas oublier que même les Black Panthers, après leur dissolution par la CIA et le FBI, une partie était venue en Afrique, notamment en Algérie. Il faut reconnaître que l'Algérie, c'est quand même, ça a été pendant des années une terre d'accueil importante pour les panafricains, mais aussi tous ceux qui luttaient pour la lutte et la libération du peuple noir. Est-ce que tu peux faire un lien entre l'arrivée de Malcolm X en Afrique
et les dirigeants africains. Quel impact ça a réellement eu, si tu peux avoir l'information, quel impact ça a réellement eu sur les dirigeants africains? Alors, je vais rentrer directement dans le sujet. Ben, ça a radicalement modifié la pensée déjà de Malcolm X, d'une part. Ça lui a même ouvert les portes de ce décrochage avec la Nation of Islam. C'est ce qui lui a été vraiment, entre guillemets, ça a été un peu son terreau. En fait, l'Afrique a vraiment été une rédemption pour lui une nouvelle fois. Donc, en fait, on voit vraiment ce déracinement et cette reconstruction mentale, en fait, même pour lui. Donc, aux yeux des dirigeants africains, la complexité, c'est qu'en fait, les dirigeants africains à ce moment-là, n'oublions pas les années 60, c'est très tendu. C'est les indépendances, indépendance avec des grands guillemets, où on voit toujours les ressorts. C'est aussi les années des héros africains qui sont nés, des personnages importants qui apparaissaient. Exactement. Et d'un coup, Malcolm, il arrive en Afrique. Exactement. Donc là, c'est vraiment une question qui se pose. Alors, je pense que la difficulté, c'est qu'il n'est pas resté très longtemps. Donc on peut pas dire que non plus ça a marqué, entre guillemets, je dirais, tous des peuples, mais par contre ça a marqué les enceintes dans lesquelles il a pu aller. Alors, il était sur surveillance, donc ça je vais quand même le dire aussi, tout au long de son périple, et bon, moi je vais vous le dire très honnêtement, je pense que c'est ce qui l'a fait assassiner aussi, c'est qu'il était surveillé par le FBI et par le programme, je dirais, de surveillance COINTELPRO, et il y a vraiment cette idée de surveiller tous les anti-capitalistes, on va dire. Ok. Voilà. Donc là, il était suivi, il était même beaucoup bridé lors de ses discours en Afrique. Ça, on oublie aussi de le dire. Et donc, je pense que l'impact qu'il a pu avoir, c'est surtout de développer et de faire prendre conscience que cette lutte ne se restreint plus juste à l'Afrique, ni aux États-Unis, mais qu'on peut faire des ponts. Et donc, c'est ce qui l'a poussé, à se distancier de la Nation of Islam. À son retour, et même déjà avant, il y avait déjà cette idée de je romps. Parce que on veut bien, en quelque sorte, sur la fin de sa vie, Elijah Muhammad aussi, a adopté une posture un peu plus douce, un peu plus pacifiste. Non pas que c'est grave, loin de là, c'est nécessaire. Mais par contre, c'est qu'il s'est éloigné des problèmes, des paradigmes, qui sont le racisme et des tensions que les Noirs pouvaient éprouver aux États-Unis. Et donc, je pense que ce rapprochement a permis de conscientiser en Europe, au niveau aussi de, même plutôt, de prendre, d'appuyer justement sur le congrès de Bandung en 1955, si je ne me trompe pas, justement que l'hémisphère sud a un rôle à jouer. Et donc c'est de là qu'en fait il a voulu porter cette voix-là auprès des dirigeants africains, auprès des jeunesses, et je pense que ça a inspiré. Après c'est vite tombé dans l'oubli, pourquoi ? Parce que les réalités africaines étaient tout autres. On ne pensait plus l'intégrité de la personne, mais on pensait plus de nation. Vu que, je ne vous refais pas le traité de Berlin, la construction grossière de l'Afrique, voilà, la découpe plutôt grossière de l'Afrique, s'est faite justement sur le sang. Et c'est ce qui a, je pense, permis à Malcolm aussi d'avoir un impact, c'est de lier cette lutte-là au conflit aussi, parce qu'on oublie de dire Fidel Castro, donc des socialistes cubains, et aussi justement, il a énormément parlé du Congo. Le Congo, je pense qu'on en parle très actuellement, il en parle aussi dans le livre ici, alors je sais plus la page exacte, je l'avais noté, je pense. Non, bon bref, c'est pas très grave. Et tout ça pour dire que dans ce livre-ci, vous trouverez une mine d'or par rapport au Congo. Donc il parle justement de Tchombe, il parle justement de comment est-ce que un président a été élu par les Occidentaux et a été mis en place. Et justement, sur la dépouille de Lumumba, on a pu justement construire tout un jargon, un narratif raconté aux Congolais, mais à l'international. Et c'est ça qui est problématique, c'est qu'en fait, je pense qu'il a vraiment été une loupe sur les conflits régionaux en Afrique, même si son background n'était peut-être pas aussi riche qu'à Nkrumah par exemple, ou qu'à Sékou Touré, mais par contre, il a eu un œil extérieur. Il a eu un œil sur la construction d'un État dans un État. Et là, c'est très important de le préciser. Si on doit faire l'analogie avec l'actualité en RDC et ce qui se passe au Rwanda, je pense que Malcolm a eu cette fabuleuse capacité de réunir les peuples et à la fois de pointer le doigt où ça fait mal. On est capable ensemble d'être fraternels et de s'entraider, mais par contre il y a des intérêts qui nous précèdent, des intérêts qu'on ne peut pas contrôler. Et c'est ça qui est très difficile. Je pense que pour la génération actuelle, pour s'identifier à des modèles comme ceux-là, la difficulté c'est vraiment, je dirais, d'avoir des modèles sérieux qui sont dénués de toute cupidité, qui ont une envie de fédérer et surtout qui ont une envie de transmettre. D'accord. Parlons maintenant d'identité africaine. Nous avons vu que Malcolm X a exprimé une nécessité forte sur la reconnaissance d'une identité africaine.
La question, c'est de savoir comment ces notions se reflètent-elles dans les mouvements culturels et artistiques actuels en Afrique et surtout dans la diaspora ici en Europe. Comment cette volonté de s'identifier et de se reconnaître en tant que noir, mais aussi pas que en tant qu'Africain, impacte notre génération actuelle, notre jeunesse actuelle, dans l'aspect culturel, artistique et dans les mouvements de jeunesse africains. Alors, moi je pense que la complexité dans ce que tu dis, c'est totalement en accord avec l'actualité. Je pense que Malcolm, en fait, au-delà de son personnage et son discours, il a amené cette fierté. La fierté qui nous décrit, je pense, en tant qu'Africains, je pense que c'est peut-être avec la dignité et l'envie de réussir, je pense que c'est ce qui nous caractérise le mieux. Je pense que cette fierté-là, on peut la retrouver dans plein de secteurs. Et c'est important de ne pas se limiter. Et ça, je pense que ce serait notre défaut. Souvent, on pourrait voir, je pense que beaucoup de jeunes maintenant sur les réseaux sociaux, beaucoup de personnes qui s'amusent. C'est fabuleux, amusez-vous. Mais pas que. Il y a l'amusement, mais aussi la construction. Et je pense que maintenant, on est dans une heure où on doit réfléchir concrètement comment est-ce qu'on peut, exploser à l'international, alors que, justement, on a souvent été mis dans des rôles secondaires, que ça soit dans le cinéma, que ça soit dans la musique, que ça soit dans plein de choses. Je pense qu'on doit plus se limiter à des rôles. Je pense que si vous avez quelque chose, une idée de génie, ou quelque chose même qui peut aider votre communauté, faites-le. N'hésitez pas. Et ça, je crois que c'est vraiment nécessaire. Et je crois que des personnalités comme Youssoupha, Lino, comme Booba, etc., ont à certains niveaux, dans la musique, instauré, ou même Kerry James, une philosophie qui se rapproche à certains niveaux justement de cette fierté noire. Alors, ça ne veut pas dire qu'il faut toujours juste se limiter à ces personnalités-là, mais en tout cas, je pense qu'elles ont amorcé quelque chose dans la pensée des jeunes qui peut leur donner une fierté d'identification. Alors, à certains niveaux, on peut y voir bien sûr des nuances. Je pense qu'il faut différencier, d'une part, la personnalité de ce qu'elle va produire. C'est très important. Je pense que les deux peuvent se marier, mais il faut vraiment avoir à l'esprit que une production qui va servir la communauté peut aussi servir justement ses intérêts personnels. Et je crois que Malcolm est parvenu est parvenu à se distancier justement de son envie de profit. Il savait qu'il allait partir. Et il savait que justement son message allait être transmis. Donc si vous avez des enfants plus tard, si vous avez une famille, etc., dites-leur que vous les aimez. C'est très important. Parce que je crois que c'est ça qui nous a manqué pendant des générations, pendant des siècles, c'est l'amour. L'amour propre de la personne, la reconnaissance, parce qu'au final, on a un génie, la résistance aussi. Cette résistance pendant des siècles, même quotidiennement, quand on voit en Afrique tout ce qui se passe, que ça soit dans les mines, que ça soit les guerres à répétition, la force de résilience des Africains est à souligner. Alors, il ne faut pas se limiter. Dites-vous bien que les frontières qui ont été créées ne sont pas des frontières. Au final, ce sont des frontières de l'esprit. Et qui vont permettre, justement dans ce cas-ci, de nous déstabiliser incessamment. Alors, la faute n'est pas toujours les autres. Et ça, Malcolm l'a aussi précisé. C'est pas toujours les personnes extérieures qui sont les fouteurs de troubles. C'est aussi les pommes pourries. Et les pommes pourries, je pense que surtout la génération actuelle a les capacités de pouvoir justement changer les choses avec le cœur et avec l'esprit. Et donc, voilà, je pense que la culture peut servir. Mais la culture, il faut d'abord connaître ses racines, son terreau. Et je crois que Malcolm est le meilleur exemple. Il a fait ses allers-retours entre ses blessures du passé, la perte de ses parents, le banditisme, le fait d'aller en prison, il y a énormément de clivages qu'il a abordé dans sa vie. Alors, tout le monde n'est pas un Malcolm X. C'est une personne qui arrive parmi tant d'autres, mais c'est quelqu'un qui est nécessaire. Et je pense que des leaders comme Kemi Seba, actuellement, on pourrait voir Nathalie Yamb, on pourrait voir plein de personnes justement qui ont cette envie, même Franklin, Alain Foka, des personnes qui font émerger une conscience. Ce n'est pas toujours des personnes qui sont médiatisées, ça peut être même des personnes de votre village, ça peut être des personnes de vos alentours. Moi, je pense que c'est nécessaire de multiplier les ressources et de ne pas prendre comme argent comptant ce qu'on vous apporte sur un plateau doré, parce que c'est trop facile et ce serait trop logique. Et je pense que ce serait une erreur, une nouvelle erreur pour les peuples africains de retomber justement dans une forme de servitude, ce qui nous a trop justement éloignés de notre réalité. Donc faites des retours vers vos pays respectifs sans spécialement vous dire que c'est une fin en soi. Si vous n'êtes pas prêt, je pense que même ici en Occident, même en Amérique,
même au Brésil, etc., il y a des frères, il y a des sœurs qui sont là et qui vous entendent. Donc n'hésitez pas à multiplier les réseaux, c'est nécessaire, et je pense que c'est ça qui nous manque. Et ces réseaux économiques, ces réseaux politiques, ces réseaux pour créer des consciences, pas juste une conscience. Voilà. Et quelle est ton observation sur le mouvement des jeunesses actuelles par rapport à la pensée de Malcolm X? Bien sûr. Quand je parle de mouvement des jeunesses, je parle des ONG, des mouvements aller dans nos universités surtout, parce que nous avons vu que cette tendance dans les universités prenne de plus en plus d'importance. Et pas que dans les universités, même à l'extérieur. Il y a des ONG, il y a des organisations, partout d'ailleurs. Comment tu le perçois par rapport à la vision de Malcolm X? Alors, c'est assez complexe. Très honnêtement, je suis mitigé. Je voudrais rappeler quelque chose. Il y a quelque chose qui me fâche souvent, qui me froisse. C'est que dans beaucoup de nos mouvements de jeunesse actuellement, j'ai comme l'impression que les gens font un mauvais combat. Pourquoi je dis ça? Parce que les gens veulent trop s'épancher sur de la victimisation. Genre, ils réclament une reconnaissance auprès de l'Occident. Est-ce que tu penses que c'est idéal ou c'est une pensée correcte de pouvoir réclamer un amour qui peut-être ne pourra nous servir à rien que de nous pencher sur des luttes plutôt nobles et des luttes réelles qui sont la famine, la sécurité, l'éducation, enfin la santé aussi en général. Qu'est-ce que tu en penses? Alors, moi je vais très honnêtement, je vais te faire une petite référence une nouvelle fois à notre père, Malcolm. Je pense que Malcolm a très bien ciblé la problématique et il est avant-gardiste à plein de niveaux, et là encore plus. Il a parlé de la fabuleuse capacité qu'ont les Américains de faire rentrer un discours dans la pensée des gens. Souvent, en publicité, au marketing, etc., on pourrait comparer ça au soft power, à faire vraiment cette idée de faire germer dans la conscience des gens que ça c'est bien. Donc en fait, moi je ne crois pas, pour reprendre ce que tu disais au début, avec les ONG, avec... En fait, lui, il a vraiment pris ça comme exemple de la philanthropie. La philanthropie, c'est vraiment cette idée de colonisation soft, très douce, en silence. Et c'est ce qui a émergé, et c'est pour aussi faire un lien tout à l'heure avec ce qu'on disait durant les années 60, quand il a été en Afrique. Il y a vraiment cette idée de beaucoup de leaders, beaucoup de personnalités sont tombés dans cette facilité-là, dans le capitalisme, etc. Pour vous faire une petite ressource, ça peut être toujours intéressant, Eric Williams, dit en 1944 justement, dans Capitalisme et Esclavage, vraiment, il y a vraiment cette idée d'asservissement des peuples noirs. Et donc, je vous conseille vivement de le lire. Mais donc, tout ça pour dire que moi, je ne crois pas en l'intégration. Très honnêtement, je vais être très frontal. Moi, ma philosophie, je ne crois pas. Pourquoi je ne crois pas? Tout d'abord parce que ça a prouvé qu'en fait, les personnes sont obligées de se boycotter. Tout le temps, quand on arrive à un certain échelon dans sa vie, on est obligé de faire des concessions. Je pense que les Africains, il ne faut pas être trop, en quelque sorte, indulgents. Ce qu'ils ont vécu et ce qu'ils vivent quotidiennement encore, c'est un génocide. On va se le dire très honnêtement, il ne sera jamais reconnu. Quel est l'intérêt? Vous pouvez vous regarder dans le miroir. Quel est l'intérêt? Vous vous faites la question 10 fois dans la tête si vous voulez. Quel est l'intérêt pour les Nations Unies qui ont toujours une envie de profit et qui ont le monopole sur les destins de l'hémisphère nord et bien sûr de l'hémisphère sud? Quel serait l'intérêt de reconnaître cet or? Comme on dit, qu'est-ce qu'on fait un voleur? Normalement, on est censé lui mettre une peine de prison ou au minimum lui faire payer sa dette. Mais là, le problème, c'est que jamais, au grand jamais, en Belgique, en France, etc., vous verrez peut-être de petites compensations, mais vous verrez jamais un devoir de mémoire qui sera respecté. Parce que vous êtes noir. Et c'est ça, le fait d'être noir. C'est pas de la victimisation. C'est une fierté que vous devez avoir en vous. C'est une fierté. Parce que d'une certaine manière, c'est votre croyance, c'est votre essence. C'est une identité. C'est une identité. Et je pense que beaucoup de peuples ont négligé ça. Ont négligé cette force que l'on a. Et donc, tout ça pour dire que je crois que la génération actuelle a vraiment, pour moi, est un basculement dans l'histoire. Je crois qu'on a trop tendance à minoriser leur impact. Certes, on a plusieurs réseaux. On a des réseaux sociaux. Moi, je dirais pas vraiment des réseaux sociaux, mais bref, asociaux, je dirais plus. Mais ça peut, à certains niveaux, être une échappatoire. Après, n'oubliez pas que ces réseaux sont dirigés par la même personne. Donc ça, je pense qu'il faut prendre garde. Je pense que c'est intéressant de retourner au pays, non pas en voulant refaire le monde, mais en tout cas en respectant les traditions locales. Ça, c'est la base. Ensuite, en pouvant s'insérer et en stimulant le progrès et en quelque sorte l'intelligence
collective, c'est nécessaire, mais surtout en ayant une conscience politique. Ouais. Et là, la conscience politique, je pense que Malcolm a permis justement de mettre les doigts dessus. C'est que c'est pas juste une conscience et une confiance aveugle, puisqu'on va pas se mentir, énormément d'entre nous vont facilement faire confiance à leur paroisse, ou vont facilement faire confiance à ci ou à là. Mais c'est plus ça. Là, on est passé dans une autre ère. Je pense qu'on est passé dans une ère internationaliste. À certains niveaux, c'est bien, mais je crois que c'est intéressant surtout de repenser, penser avec un A et penser avec un E, les plaies. Et pour les penser, je crois qu'il faut vraiment réunir ses proches, réunir justement les collectivités dans des projets durables. Les projets durables, c'est pas juste l'écologie. Pour moi, ce sont des idées, des idéaux. Ouais. L'écologie, ça a toujours existé en Afrique. Donc c'est même pas ça l'idée en fait. C'est vraiment de repenser, je dirais, le terreau familial, les familles nucléaires, les familles justement soudées, malgré justement tout ce qui se passera les aléas de l'histoire. Je crois on est vraiment dans une ère de conscience. Mais qui dit conscience dit aussi introspection. C'est pas parce que on est une génération jeune que tout nous sera dû. On doit vraiment faire ce travail de réflexion, de travail et surtout d'intégrité. Voilà. Ouais. Et Malcolm X a prôné l'autonomie de l'économie comme pilier du panafricanisme. Bien sûr. Comment cela s'est traduit-il aujourd'hui, notamment dans les initiatives entrepreneuriales et économiques en Afrique et dans les communautés africaines en Occident? Comment sommes-nous incapables jusqu'aujourd'hui d'être même quand ça nous concerne directement, nous sommes incapables de nous prendre en charge? Est-ce seulement un manque de conscience panafricain? Puisque nous savons clairement, nous avons plusieurs commerces. Moi, je peux être là, j'ai envie d'aller dans un restaurant avec ma copine, peut-être un exemple. Il y a un resto belge, français, il y a un resto éthiopien, congolais ou rwandais. Je vais préférer aller dans le restaurant français sous prétexte que le restaurant français a beaucoup plus de cotes, ou peut-être parce qu'il a 5 étoiles. Ces étoiles, c'est pas nous qui le mettons, c'est eux qui le mettent. Tout à fait. Qu'est-ce qui crée cette pensée? Qu'est-ce qui fait que nous ne sommes pas capables, nous, aujourd'hui, de nous prendre en charge ou de penser africain, premièrement, avant de penser aux autres? Bien sûr. Comment Malcolm X a-t-il abordé ces sujets? Comment il a emmené la jeunesse à pouvoir s'autofinancer, à pouvoir se soutenir économiquement pour l'évolution des business et des affaires noires? Ah ben, tu as parlé vraiment du point, je pense, le plus concret. Alors, je vais essayer de pas de trop être évasif, mais je pense que déjà, je vais vous donner une petite ressource. The True Writing, un film de Spike Lee, parle exactement de ce fléau-là. Alors, je pense que c'est une ressource que vous devriez tous voir. Il parle de la condition des Noirs aux États-Unis, dans les quartiers du Bronx et de Harlem. On peut aussi parler de la série The Wire, où on voit comment est-ce que justement il y a une triangulation des États-Unis qui s'est imposée et qui impose justement le fléau de la drogue, de la violence, etc. Bref, ça, ce sont des contextes. Je pense que ce sont des bonnes ressources. Pour parler de Malcolm, je vais essayer d'être le plus simple possible. Je pense que avec Fanon, ils ont su mettre en lumière le meurtre psychologique. Et là, je parle de meurtre. Fanon, il en a beaucoup parlé. Il a parlé de cette destruction. Et ça a été même la base de son combat lui-même. Bien sûr. Ouais. Je pense que c'est nécessaire. Comment est-ce qu'on pourrait justement essayer, je dirais, de conscientiser un maximum de personnes? C'est justement de faire cet effort nécessaire d'amour-propre. Ça peut paraître banal, mais je pense vraiment, avant de parler de commerce et de parler d'économie, je pense que c'est important d'économiser ses forces et surtout de réfléchir au sein de son foyer. Comment? En valorisant ses enfants, en essayant d'acheter local, en essayant justement de faire commercer ses frères, ses sœurs, en achetant des tissus, parce qu'on peut parler aussi de tous les tissus. Ça aussi, c'est une vraie question. Mais soit. Mais donc, tout ça pour dire que, oui, malheureusement, dans l'actualité et dans le mouvement actuel capitaliste, et néocapitaliste et toutes les ramifications qu'on peut amener, l'économie n'est pas dirigée par les Noirs. N'est pas dirigée. Pourquoi? Parce que la légitimité et le pouvoir, on ne se l'accorde pas entre nous. Comment est-ce que vous voulez que des peuples qui sont perdus se donnent de la force? Déjà là, c'est incompatible. Des personnes qui sont en quête, et qui sont dans un déracinement perpétuel, comment est-ce que vous voulez qu'elles peuvent se retrouver avec elles-mêmes? Juste avec elles-mêmes, et se dire à elles-mêmes, je suis bonne à faire ça. Alors bien entendu, c'est pas un fatalisme, c'est pas de la victimisation, c'est important de le dire. Il y a beaucoup de projets, de super projets qui sont en train d'émerger ici, en Belgique par exemple, en francophonie, etc. Et c'est à nous de nous faire confiance. Alors ça passe par un long travail. Comme tu disais très bien, on va plus facilement se tourner vers des occidentaux, vers ci, vers là.
Parce que justement, on a perdu nos saveurs, on a perdu justement l'essence. Mais c'est pas qui dit perdre, ça veut pas dire qu'on ne peut pas retrouver. On peut en recréer aussi, c'est important. Et je pense que de ce métissage, parce que c'est un métissage qu'on est en train de vivre actuellement, je crois que c'est important de créer des ponts entre les Caraïbes, entre le Brésil, entre l'Afrique, entre l'Europe, etc. Puisqu'au final on est divisé. Et moi je pense vraiment que notre division est une force. Puisqu'au final on a tous eu des perspectives différentes, je pense que réellement les projets doivent émerger. Mais à ça, il y a aussi cette volonté de pouvoir blanchir la peau. Bien entendu. Cette volonté de blanchir nos peaux, cette volonté que l'on retrouve plus chez les femmes africaines, de vouloir lisser leurs chevelures, ou encore pire, mettre des perruques pour ressembler à des femmes occidentales. Cette volonté d'idéaliser la femme blanche au détriment de la femme noire. Bien entendu. Fanon en a beaucoup parlé. Tout à fait. Enfin, Malcolm n'est pas vraiment revenu déçu, mais comment lui percevoir cette manière de faire les choses? Alors, moi je pense que, étant donné qu'il y avait une éthique, l'éthique justement qu'il a adoptée, qui est vraiment de reconstruction, de créer une famille, justement de pouvoir aimer ses proches, de pouvoir transmettre, etc. Je pense qu'il l'a fait de manière implicite. Ouais. Je pense que c'était pas son premier combat, très honnêtement. Comme tu dis, Fanon, je pense que lui a connu aussi une autre période. Il a vécu en Algérie, faut pas oublier ça aussi. Donc ils sont aussi passés par des massacres, par justement les exactions françaises. Mais bref, mais tout ça pour dire que moi je pense que c'est pas le rôle de la femme, très honnêtement. Je pense que c'est le rôle de l'homme de valoriser sa femme. Et là, je crois qu'on se trompe énormément. C'est que toujours... je pense que justement, je crois que beaucoup d'hommes se trompent par rapport à ça. Je crois que les femmes, au final, elles ont leur perspective, elles ont leur pensée. Et je crois qu'effectivement, beaucoup d'hommes ont trop tendance à penser à la place des femmes. Et ça, Malcolm X ne le faisait pas. Justement, comme Sankara à certains niveaux, ils ont assumé le fait de mettre des femmes qui avaient des rôles stratégiques, qui avaient des rôles puissants. Ella Baker, Walls, il y avait plein, Rosa Parks à certains niveaux aussi. Il y avait plein de femmes qui avaient des rôles très forts aux États-Unis dans ce cas-ci, dans le contexte afro-américain, je précise. Ouais. Je pense qu'en Afrique, il y a énormément de femmes aussi, des leaders comme Myriam Makeba, Angelica Kidjo. Actuellement, il y a plein de femmes qui ont des rôles importants. Mais je pense qu'on doit arrêter toujours de nous trouver des poux et toujours trouver des problèmes. Alors certes, comme tu as dit, il y a un vrai problème, il y a un fléau qui s'impose à nos populations, c'est qu'il y a un conformisme qui s'installe. Bah oui. Et ça, malheureusement, et c'est pour ça que je disais ça au début, les jeunes, lorsque vous utilisez vos smartphones, ne restez pas juste sur vos smartphones. C'est pas une fin en soi. Prenez des livres, allez voir vos parents, discutez avec les gens, c'est important. Parce que l'idéalisme, comme tu as parlé en quelque sorte de plafond, je pense qu'effectivement beaucoup de femmes ont eu tendance à l'utiliser comme beaucoup d'hommes. Beaucoup d'hommes se sont aussi défrisés les cheveux. Malcolm s'est défrisé les cheveux. Il s'est défrisé les cheveux, c'est important de le dire. C'est quand il était dans cette phase de perdition. Et je dis pas que le fait de vouloir avoir un idéal, c'est une perdition. Loin de là. Je pense justement qu'il faut nuancer. Je pense que ça peut être une fin en soi, de tomber dans le capitalisme, mais après, ça peut être aussi, pour des personnes, une échappatoire. Ça peut être des moyens, en quelque sorte, d'oublier. Et donc, je crois que c'est important pour nous de rééduquer les personnes, de mettre des croyances, certes, qui ont certainement été diluées avec le temps. Qu'est-ce que tu veux dire par croyance? Par croyance, donc on peut avoir des croyances. Je pense que l'être humain a besoin de croyances. On croit tous. Et c'est justement ça qui a fait, en quelque sorte, à certains niveaux, notre déstabilisation. C'est qu'en fait, on a eu des croyances un peu importées de tous. Au final, nos croyances propres ont été diluées. Que ce soit les kamites, que ce soit l'animisme, que ce soit le vaudou, que ce soit plein de croyances, je pense, qui peuvent s'insérer dans un cadre actuel de mondialisation. Même si je pense que la fermeture sur soi serait en quelque sorte un premier échantillon. Je pense que pour moi, très honnêtement, je pense pas que le protectionnisme soit la solution. Je pense que ça peut être un rempart et une aide au panafricanisme. Je pense que les deux peuvent s'entrecroiser, mais je pense qu'il faut penser de régionalisme, de fédéralisme, comme Nkrumah disait. Je pense qu'il y a vraiment cette idée de, certes, il y a des réalités tout autres, il y a des réalités vitales, des personnes doivent manger tous les jours, doivent penser tous les jours, etc., et n'ont pas le temps nécessairement au panafricanisme. Je pense que tu le sais mieux que moi, beaucoup de personnes ne croient pas au panafricanisme, et je pense pas que le panafricanisme soit une fin en soi. Je pense que c'est une manière, une loupe pour les Africains, éparpillés sur la planète, de prendre conscience qu'ils ont un rôle à jouer. Un rôle de libération, de conscience, de partage, etc., etc. Et donc, pour reprendre ta question de base, par rapport au foyer, par rapport à Matongé, par exemple, oui, on va faire confiance. Tu vas acheter un tissu,
tu vas voir un de tes frères, tu vas négocier le prix. Tu vas voir une personne blanche, asiatique, etc. Tu vas mettre le prix. Parce que justement, tu as un désamour de toi. Et là, justement, c'est dans ta tête que tu dois travailler tout ça. Et justement, comme je disais, il faut vraiment prendre ce décalage, ne pas prendre tout ce que Malcolm disait comme véracité. Tout ce qu'il disait n'était pas vrai. Par contre, ce qu'il disait, c'est une manière de voir la réalité du monde avec toutes ces dérives, les péchés, que ce soit les guerres, que ce soit les réalités, je ne sais pas moi, de croyances, etc., etc. Donc voilà, je crois c'est un outil, une manière de pouvoir s'approprier certaines réalités. On n'a pas les mêmes réalités, nous, en tant qu'enfants de la diaspora, comme des personnes qui vivent dans des conflits quotidiennement. Le Congo, ça fait plus de 60 ans qu'ils sont en guerre. C'est une guerre qui est internationale, je précise, une guerre internationale, il faut le répéter, puisqu'au final, il faut toujours regarder, que vous soyez localement situé, Bamako, à Addis Abeba, à Nairobi, etc. C'est important de dire, tous les conflits de la planète, il faut regarder non pas qui utilise l'arme, mais où l'arme est fabriquée. Quand vous comprenez ça, vous comprenez comment est-ce que ça se fait qu'on ne fait pas confiance à nos frères qui sont à 2 pas de chez nous. Et ça, une fois qu'on a pris conscience de ces réalités géopolitiques, stratégiques, etc., je pense qu'on peut enfin se concentrer sur la réalité de notre terrain, de notre savoir-faire. Il y a beaucoup de chouettes projets qui sont développés en Afrique, que ce soit des projets économiques, que ce soit des projets tout simplement locaux, etc. Je pense vraiment que l'Afrique a un savoir-faire qu'on a négligé trop. Enfin, quelle action pratique et tangible pourrait être entreprise pour renforcer la solidarité et la collaboration entre les Africains et les personnes d'ascendance africaine à travers le monde en s'inspirant des enseignements de Malcolm X? L'échange culturel, faisons confiance à l'échange. Malcolm a fait ce travail de retourner dans sa terre natale. Il a fait ce travail justement. Je sais plus le terme, je m'en veux. Je ne sais plus, je l'ai dans un de mes livres. Si vous retrouvez le nom sur internet, c'est très bien, mais c'est un terme Yoruba qui décrivait justement l'enfant du pays. Je sais plus le terme qu'il a employé, parce que voilà. Mais tout ça pour dire que l'Afrique est votre bastion civilisationnel. C'est le bastion de la planète. Tout le monde le sait. Et tout le monde, justement, en a profité. Sauf l'Africain. L'Africain qui était justement dispersé, distrait. Il faut arrêter de toujours être distrait par oui, je vais à Rome, je vais à New York. Qu'est-ce que vous attendez pour partir à Lagos, à Bamako, dans vos villes natales? Ben oui, c'est important. L'Afrique est grand. C'est gigantesque. Et je trouve qu'il y a de super comptes Instagram qui mettent justement en valeur maintenant. Et ça, c'est un des bienfaits. Justement, c'est une manière de revaloriser nos communautés et de revaloriser la richesse à tous les niveaux, pas juste les hydrocarbures, la richesse des cultures africaines, bien avant les soi-disant découvertes. J'aime pas ces mots. Découvertes, c'est pas des découvertes. L'Afrique existait bien avant. C'est leur découverte. C'est leur découverte. Et eux, ils ont dit que c'était leur découverte. Mais c'est pas la découverte du monde, c'est pas la découverte universelle. 1492, retirez ces dates. Apprenez à réapprendre. C'est très important, ça. Et donc, voilà. Moi, je pense que l'échange culturel, comme Malcolm l'a fait, c'est nécessaire. Alors, dans les deux sens. C'est pas parce que t'es brésilien que nécessairement tu dois retourner, par exemple, à Zanzibar. Non. Tu peux très bien y aller, bien entendu, mais en échange, ton frère peut y retourner aussi au Brésil, tu vois. Comme ça, lui-même voit tes réalités. Et ça, je pense que c'est trop souvent négligé. Et comme je vous ai dit au tout début, les médias ont cette fabuleuse capacité de faire passer le coupable pour la victime et la victime pour le coupable. Et c'est ça, cette erreur. C'est qu'on va trop rester sur des médias mainstream. Sortez des médias mainstream. Regardez les petites chaînes. Regardez les personnes parce qu'elles ont notre savoir-faire. Elles ont leur patte. Leur manière, justement, de se différencier. Alors, je dis pas que la différence est toujours la réalité, mais à certains niveaux, c'est nécessaire. Et je pense vraiment qu'il faut faire confiance. Alors, de l'échange culturel. Créer des écoles, créer l'éducation, ça passe par là. Sankara l'a fait, le sankarisme, c'est ça, exactement. C'est la base même, justement, on fait des sacrifices, mais qui ne sont pas des sacrifices. Ok ? Souvent, l'idée, c'est de faire des compromis. Non, c'est pas des compromis qu'il faut faire, c'est faire acter les choses. Ne dites pas les choses, faites-les. Il y a une nuance il y a un monde entre les écarts. Il y a un écart, entre les mots. C'est important de le dire. Faites confiance aussi à vos mamans. Les mamans elles sont toujours passées. On parle que de leaders masculins. Faites confiance à vos mamans. Le nombre de reines qu'il y a en Afrique, qu'il y a toujours en Afrique, le nombre de femmes qui se battent quotidiennement, celles qui font tout, hein. Faut pas mentir, on va pas se mentir. Elles font tout. Les mamans. C'est important. Et donc voilà, je resterai sur ça, c'est aimez-vous comme vous êtes. Mettez des modèles qui ont une intégrité et qui ont justement, je dirais, une fierté.
Et alors fierté, pas une fierté à tue-tête, une fierté justement qui savent justement qui vont impacter la communauté et les communautés. Voilà. Ouais. Donc aimez-vous comme vous êtes. C'est tout ce que je peux vous souhaiter, le meilleur pour vous. Merci Alexandre. Avec plaisir. Merci de nous avoir suivis, c'était Légende Tribal. Abonnez-vous, partagez si cette vidéo vous a plu. C'était un plaisir d'être avec vous. Au revoir.